contraire. Et donc, c'est ce qui explique qu'au pire moment des tensions entre les deux pays, il n'a pas hésité à se solidariser avec l'Algérie au prix de défier les autorités de son propre pays. Alors, ma participation à ce colloque, elle n'est pas anodine. Je ne viens pas seulement comme chercheur à un colloque, j'y viens aussi avec ma citoyenneté maghrébine et aussi avec ma citoyenneté algérienne. Et je viens malheureusement à ce colloque dans un contexte qui met à mal ces deux citoyennetés, un contexte qui est complètement à contre-courant des idées d'un Maghreb uni défendu par Mohamed Ben Saïd, un contexte d'une particulière animosité entre le Maroc et l'Algérie, ces deux pays pivots de ce Maghreb, un contexte où chacun de ces deux régimes accroît son autoritarisme et, dans une régression programmée, veut raviver l'esprit de la Assabiya tribale pour mieux enfermer sa propre population dans l'hostilité, pour mieux faire accepter son autoritarisme. Eh bien, paradoxalement, ça a été une raison supplémentaire qui m'a motivé à venir à ce colloque et à traverser cette frontière dorénavant fermée. Et en venant, je souhaite très modestement, à ma petite échelle, poser un acte symbolique et pratique à l'encontre du climat malsain et dangereux que sont en train d'instaurer les régimes des deux pays dans leurs relations. Un acte à l'encontre de l'agressivité et de la haine mutuelle que cultivent les deux régimes. C'est aussi contre cela que j'ai décidé de venir. Et pour moi, il n'y avait pas de meilleur lieu que ce colloque, et il n'y avait pas de meilleure personne que Mohamed Ben Saïd. Je viens donc, alors que les relations sont rompues entre nos deux pays. En venant au Maroc, je transgresse un interdit du régime algérien. Mais en venant au Maroc, je ne viens pas cautionner son régime. Je viens au contraire apporter ma solidarité à ceux qui, ici au Maroc, le contestent, veulent le changer comme condition nécessaire à un possible Maghreb. Je le fais parce que moi-même, je fais partie de ceux qui, de l'autre côté de la frontière, contestent et veulent changer aussi le régime comme condition nécessaire à un possible Maghreb. Donc, je dis ma solidarité à ceux qui, ici, œuvrent pour ce changement. Ce changement auquel a appelé Mohamed Ben Saïd au Maroc, mais aussi en Algérie. Et je rappelle qu'au déclenchement du Hirak en Algérie, le premier soutien fort et important qui lui est venu de l'extérieur, c'est une initiative maghrébine initiée par Mohamed Ben Saïd. Là aussi, il n'a pas respecté d'autres lignes rouges. Cette fois-ci, c'est du régime algérien, avec lequel il avait pourtant beaucoup de rapports. Et donc, il a appelé à un large soutien maghrébin au Hirak algérien, où il a vu, je reprends sa déclaration, une possible renaissance du rêve maghrébin. Alors, cela nous permet de souligner qu'il y a un même mot qui a circulé des deux côtés de la frontière. C'est le mot Hirak. Hirak du Rif marocain et Hirak algérien qui l'a suivi. Les deux Hirak ont été brutalement réprimés. Mais les deux Hirak restent vivaces. Il reste les deux épées de Damoclès sur la tête des deux régimes. Ce qui me permet de rappeler que si les deux régimes semblent s'opposer dans une adversité haineuse, les deux régimes marocains et algériens et tous les régimes maghrébins, par contre, convergent dans la répression de leur peuple. Du Maroc à la Tunisie en passant par l'Algérie, il y a une convergence autoritaire des régimes du Maghreb. Ces régimes, ils avaient été contraints de s'accommoder des puissants mouvements populaires qui avaient traversé leur pays. La révolution de janvier en Tunisie, le mouvement du 20 février au Maroc, le Hirak du Rif au Maroc, le Hirak en Algérie, etc. Ces régimes, ils ont essayé de mettre en place des aménagements,
Ils ont fait le dos rond en attendant de rebondir. Aujourd'hui qu'il leur semble que cette vague est passée, ils cherchent à prendre leur revanche sur ces mouvements contestataires qui les ont ébranlés. Dans les 3 pays se multiplient les emprisonnements de journalistes, les interdictions et les ingérences dans les activités universitaires, intellectuelles et associatives, etc. Il y a aujourd'hui une femme, Siha Ben Sadrine, qui est en danger de mort, une figure emblématique de la révolution tunisienne. Ça devrait nous alerter et nous donner le signe de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Maghreb. En Algérie, il y a 200 prisonniers politiques issus du Irak. Mais au Maroc, selon la MDH, il y a près d'une centaine de prisonniers politiques, 97 dont le plus célèbre est Zelzafi. Mais le plus grave, c'est qu'ils veulent anesthésier toute réflexion et tout débat dans la société. En Algérie, on a amnistié dernièrement Al-Qadi Ihsan après avoir amnistié Khalid. Mais entre-temps, on a tué Radio M, on a poussé au suicide le journal Liberté et le journal El Watan, qui a de très brillants journalistes, a été contraint en fait de faire des ajournements, des compromis, etc. Au Maroc, le roi Mohamed VI, il a gracié les 3 journalistes, Omar Hadi, Souleymane Reissouni, Tofir Bouacheli, et l'historien qui était là, on a arrêté les poursuites contre lui, mais tous les médias qui avaient accompagné le processus d'ouverture alors, le journal, Sahifa, Demain, etc., ont disparu. Il y a pire que cela. On veut sacraliser le débat politique pour l'empêcher. Sansan, avec qui je ne suis pas d'accord, et que j'ai défendu par contre, par plusieurs tribunes, y compris au monde, il est en prison parce qu'il est censé avoir remis en cause la sacralité des frontières algériennes. Aziz Rali au Maroc est poursuivi parce qu'il a voulu discuter la marocanité du Sahara occidental. Mais le plus dangereux, à mon avis, dans cette offensive contre les libertés, c'est que pour y arriver, les régimes sont en train d'encourager des courants politiques nationaux autoritaires, chauvins, racistes, qu'on pourrait assimiler aux courants d'extrême droite, qui ont pourtant fait tant de mal aux Maghrébins. On connaît tous l'anecdote de ce petit parti d'extrême droite tunisien qui a parlé d'envahissement, etc., de grand remplacement, et le président Israël est avec la répression. Il a reçu un tweet de félicitations de tout de Éric Zemmour. C'est pour voir vers quelle dérive. Donc, tous les États du Maghreb, ils sont en train d'encourager ces courants qui développent un nationalisme vindicatif, un nationalisme exacerbé et exclusif, un nationalisme qui est agressif à l'égard des autres pays et surtout des pays voisins. C'est pour ça que, tout comme j'ai dénoncé en tant qu'Algérien le discours anti-marocain en Algérie, parce qu'il est contraire aux intérêts de l'Algérie, je dénonce ici, au Maroc, le discours anti-algérien des officiels marocains, non pas parce que je suis algérien, mais parce qu'il est contraire aux intérêts du peuple marocain. Ce que cherche le régime autoritaire en encourageant ces courants nationalistes vindicatifs, il cherche à allumer des contre-feux face aux demandes de liberté et face à la contestation de leur autoritarisme. Il cherche à disqualifier nos opposants. Il cherche à disqualifier tous ceux qui refusent leur ligne rouge en les assimilant à des traîtres comme Mohamed Ben Saïd a longtemps été qualifié au Maroc de traître. Ce sont ces nationalismes autoritaires, ces nationalismes négateurs de liberté, ce sont eux qui sont à l'origine des tensions entre pays maghrébins, notamment entre Algérie et Maroc. Et ces tensions les justifient encore pour asseoir leur autoritarisme, occulter
répéter le déficit de légitimité démocratique des régimes qui, sur le vieux mode de la asabia archaïque, veulent cultiver l'hostilité à l'égard du pays voisin pour mieux affirmer à l'intérieur de leur pays leur autorité contestée. Donc, ce ne sont pas les problèmes territoriaux qui ont empêché d'avancer vers l'unité maghrébine. Ce ne sont pas les problèmes territoriaux qui sont à l'origine de la montée de la tension exacerbée entre pays maghrébins et particulièrement entre Algérie et Maroc. C'est au contraire l'absence de liberté et la répression, l'autoritarisme dans chacun des pays qui sont à l'origine de la montée des tensions. Il ne peut pas, je vais conclure, il ne peut pas y avoir de Maghreb sans liberté dans chacun de ces pays. Se battre pour le Maghreb, c'est se battre pour les libertés dans son pays. Seuls des régimes légitimés et mandatés par leur peuple, gérant le pouvoir comme une délégation et non pas comme une propriété privée ou familiale, seuls des régimes peuvent avoir la force, la légitimité d'accepter librement des lois communes, de concéder des abandons de souveraineté nécessaires à toute construction commune, parce que les régimes autoritaires, pourquoi ils s'accreboutent, pourquoi ils s'accrochent sur les territoires? Parce que c'est par le contrôle des territoires qu'ils peuvent contrôler les populations. Ne contrôlant plus les territoires, ils ne peuvent plus contrôler les populations. Donc, la question des libertés est une condition pour avancer vers le Maghreb et urgemment pour dénouer les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Et aujourd'hui, l'urgence est d'éviter une déflagration fatale entre les deux peuples. J'ai raccourci, si vous pouviez me donner une minute. Je pense que... Non, j'ai sauté un élément important qui joue aujourd'hui beaucoup dans la tension entre l'Algérie et le Maroc. Parce qu'on a un peu ces courants nationalistes, comme au Sahel, ils développent un discours néo-souverainiste qui est dirigé contre l'Occident et principalement contre la France. Aujourd'hui, en Algérie, il y a une violente campagne contre la France. Mais vous aurez remarqué que l'année dernière et il y a 2 ans, c'était le cas au Maroc. Mais maintenant, entre le Maroc et la France, c'est la lune de miel. Parce que la France est alignée sur les thèses marocaines. Ce n'est donc pas le néocolonialisme que ces courants en Algérie ou au Maroc veulent combattre. Au contraire, ils veulent avoir à leur côté la France et l'Occident pour nuire aux pays voisins et surtout pour qu'ils se taisent sur les oppressions qu'ils exercent contre leur propre peuple. Ce qu'ils combattent en Occident, c'est des valeurs de démocratie et de liberté qu'ils veulent faire passer comme néocoloniales. J'enseigne et je vis en France. Je n'ignore pas les contradictions et les duplicités de l'Occident et je les combats. Mais il faut reconnaître que nos sociétés sont autrement plus injustes. Elles sont autrement plus inégalitaires. Elles sont autrement plus étouffantes et avec encore plus de duplicité. On a beaucoup parlé de la duplicité de l'Occident sur la Palestine. Mais notre duplicité en tant que pays arabe, elle est encore plus immense et plus scandaleuse. Le génocide s'est fait dans le silence et la complicité des pays arabes. Je terminerai par 2 exemples. En Algérie, mon pays, on a qui se prétend un des plus grands soutiens des Palestiniens, on a tabassé les manifestants qui voulaient spontanément manifester pour la Palestine. Parce que le plus important, c'est leur pouvoir. Et qu'il n'y ait rien qui s'exprime en dehors de leur pouvoir. La Palestine est un faire-valoir. Au Maroc, on a approfondi les relations militaires, stratégiques et économiques à Israël au moment où Israël était en train de mener un génocide. Donc, ne nous racontez pas d'histoire sur le souverainisme. Ce néo-souverainisme est un alignement encore plus grand, plus retardataire et plus archaïque. Je vous remercie pour ce temps de parole.